Bonjour et bienvenue. Toujours n'est pas coutume, nous sommes aujourd'hui, comme vous le verrez tout à l'heure, ce n'est pas un conseil scientifique médical, mais c'est plutôt le plateau de presse éco. Nous sommes toujours avec nos chroniqueurs, hommes des médias, analystes, pour passer en revue les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Comme vous le savez, tous les dimanches, nous discutons des sujets importants. Aujourd'hui, ce qui va le plus, en tout cas, survoler ce plateau, c'est bien entendu l'épidémie coronavirus, ce virus-là qui virus toute la vie nationale et internationale. Nous allons donc parler avec nos invités qui sont sur ce plateau et puis nous parlerons également de la grève générale qui a été lancée contre l'UITS. Un bilan a été fait. Nous revenons sur cette grève générale. Et puis en troisième position, ce sera un peu de politique quand même avec le CDP où les primaires ont déjà connu leur candidature. 3 candidats pour briguer la candidature à la présidentielle de 2020. Et puis, dernier sujet, en international, c'est la Guinée. Guinée avec le référendum constitutionnel qui a lieu aujourd'hui même 22 mars. On ne sait pas, avec des soubresauts militaires tout de même. Nous allons donc évoquer ce sujet-là avec mes invités qui sont sur ce plateau. André-Eugène Ilboudo. André-Eugène Ilboudo est le directeur de la radio des écoles. Merci André-Eugène Ilboudo sur ce plateau. Évariste Faustin Concebo, il est chroniqueur média, il est président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Juste à sa droite, Mamadou Ali Kompaoré, il est journaliste. Merci Mamadou Ali Kompaoré d'être sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, c'est Parfait Silga, il est journaliste et analyste. Merci à tous d'être sur ce plateau. Comme je le disais tantôt, toujours n'est pas coutume, et vous le savez très bien, le climat dans lequel nous enregistrons cette émission est un climat de psycho général, on va dire comme ça, lié bien entendu à cette maladie qui fait rage, cette maladie qui atteint le sommet de l'État, cette maladie qui laisse personne indifférente. Alors nous allons donc faire une émission dans ce contexte-là. Je voudrais déjà qu'on commence avec un point du point qui avait été fait le 20 mars dernier par la coordination, et puis on reviendra pour la suite. Sa sortie est attendue chaque matin au SIG, le service d'information du gouvernement. Le professeur Martial Ouedraogo est le monsieur nouvelle du Covid-19 au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, en plus des mauvaises nouvelles, il y a des bonnes. Le Burkina Faso est à 40 cas au 20 mars 2020, mais enregistre ses premières guérisons. Au Burkina Faso, principalement, nous avons donc 40 cas confirmés à ce jour, dont malheureusement le décès que vous connaissez, 38 cas à Ouagadougou, 1 cas à Houndé et 1 cas à Bobo. Nous sommes donc à 20 femmes et 20 hommes touchés par cette épidémie. Je signale en passant que nous avons eu un personnel sanitaire qui a été également contaminé, ceci apportant à 4 ce nombre. Les contacts donc sont en confinement et suivis. Et nous continuons la recherche des contacts. Cependant, je voudrais porter à votre connaissance une information capitale. Nous avons enregistré nos 4 premières guérisons. Le coordonnateur national à la réponse à l'épidémie du Covid-19 parle de laxisme des populations dans cette lutte qui devrait concerner tout le monde. La contagion rapide de la maladie exige des comportements responsables de tous. Aussi, le 9 mars, nous avions 2 cas, ça c'est un récapitulatif. Le 12, nous avons eu 1 cas. Le 13, 4 cas. Le 15, 8 cas. Le 16, 4 cas, le 17, 8 cas, le 18, 6 cas et le 19, 7 cas. Mesdames et messieurs, l'augmentation des cas de l'infection, des cas que nous recevons et surtout l'infection de mes collègues et malheureusement les décès que nous avons enregistrés nous interpellent à plusieurs niveaux. Au niveau des équipes de prise en charge, il faudra que l'on sache et que l'on s'attende avec l'augmentation des cas, à une augmentation possible des cas graves. Au niveau de la population, qui souvent est laxiste dans l'application des mesures préventives, qui sache que cette maladie peut être mortelle. En ce qui concerne les malades guéris, le professeur précise qu'il n'y a pas d'immunisation à vie. Les guéris peuvent à nouveau contracter le coronavirus, mais feront une forme mineure. Le 3535 est le numéro vert disponible et fonctionnel pour tout cas suspect.
Toute personne se sentant mal et estimant être entrée en contact avec un malade est priée de suivre les consignes d'usage, à savoir s'isoler, éviter tout contact et appeler le 3535 pour savoir la conduite à tenir. En rappel, nous avons 240 119 cas au monde avec 160 pays touchés, dont 9 819 décès. Il y a une augmentation des pays touchés en Afrique avec 33 pays. Les pays voisins du Burkina touchés sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Niger. Bien, merci. Vous avez suivi donc ce point du 20. Il ne s'agit pas du point du 21 parce que le 21, donc disons hier, il y a un nouveau point qui a été fait. Donc on a 11 nouveaux cas contaminés de Covid-19 et aujourd'hui on est à 75 cas confirmés. Donc ce n'est plus la quarantaine, mais c'est maintenant 75 cas confirmés. Et voilà, donc on est à 4 décès. Voilà. Donc vous êtes là, vous avez suivi très bien ces informations. Nous étions là la semaine dernière également pour en parler. Dieu merci, nous sommes tous en bonne santé. Alors, je voudrais donc vous passer la parole très rapidement pour évoquer la question de disons, de la contagion et des mesures aujourd'hui qui sont prises, l'autodiscipline des citoyens, et les mesures qui sont prises par le gouvernement. Concrètement, le Covid-19 est une réalité. Ce n'est pas une banalité. Qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement? André Eugène, vous commencez. D'accord, merci. Bon, la première des choses, c'est que nous nous inclinons devant la mémoire de celles et ceux qui ont disparu. Et en plus, nous sommes aujourd'hui dans cet état de présentation pour rendre hommage d'abord à tous les médecins et à tous les hommes de santé qui se battent contre cette maladie et qui essaient de protéger la population. C'est un hommage que nous nous comportons comme ça pour les soutenir. Cela dit, les épidémies, malheureusement, le monde a connu de grandes épidémies. Et les épidémies sont cycliques. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que la science nous a amené des informations précises sur comment les épidémies surviennent, comment on les gère et comment elles vont durer et comment elles vont partir. Je crois qu'il faut mettre en pratique seulement ce que la science nous donne aujourd'hui comme méthode, comme riposte, et ne pas surtout rentrer dans la grande panique que l'on nous amène. Le coronavirus est venu comme les autres pandémies et le coronavirus va partir. Ce qui est, on pourrait dire, ce qui est bien, c'est que, ce petit virus-là, il égalise tout le monde. Au moins, la peur est partagée, et les grands et les petits. Donc, tout le monde maintenant se rend compte que tout le monde est mortel. Comme Socrate avait dit, tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. On se rend compte que même les grands et les puissants tremblent de toute leur carcasse. Mais cela dit, c'est une maladie, à écouter beaucoup de scientifiques qui disent ça va passer. Donc, nous sommes d'accord avec les scientifiques qui disent c'est vrai, protégeons-nous, mais pas de grande panique. Et ça passera. Parfait. Je voulais dire que quand on regarde au début l'ensemble des informations qu'on a pu voir sur le net, je pense qu'il y a un certain nombre de faits qui ont peut-être, qui n'ont pas été pris avec le plus grand sérieux. Parce qu'on a entendu beaucoup de gens dire « Ah oui, les Africains pouvaient être épargnés à cause du soleil, à cause de la température, à cause d'un certain nombre de faits, à cause, par exemple, du fait que nous sommes toujours en contact avec un certain nombre de virus, à cause de la poussière et tout. Mais au bilan aujourd'hui, quand on regarde, nous ne sommes pas immunisés contre le Covid-19. Et donc, ce qui est arrivé aux autres, malheureusement, si nous ne prenons pas les mesures nécessaires, nous allons connaître les bilans macabres. Malheureusement, je ne suis pas fier de le dire, mais si les Burkinabés ne prennent pas cette maladie au sérieux, avec l'état de notre
avec l'état de notre système sanitaire, vraiment, ça va être très, très triste pour nous. Donc, moi, je dis, regardons ce que les autres ont pu faire. Et ce que les autres ont pu faire, c'est effectivement de respecter les mesures strictes d'hygiène. Et il ne faut pas qu'on se dise qu'on est immunisé. On s'immunise simplement en respectant les mesures que les médecins nous disent de... Concernant les mesures, bon, nous, par exemple, nous avons fait, peut-être dire aux citoyens que ce n'est pas, les gants, ce n'est pas vraiment, voilà, ce n'est pas ce qu'on demande, mais au moins pour les protections, voilà, les cache-nez pour certaines occasions, mais aussi le fait de se laver les mains, régulièrement de se laver les mains avec du savon et de l'eau ou d'une solution hydroalcoolique. Alors, Ali Compaoré, on a vu une batterie d'hygiène, mais le problème de l'hygiène, c'est plutôt la discipline des gens. Comparé aux mesures qui sont des mesures publiques, où on peut contraindre par des mesures, par la force publique, mais les mesures d'hygiène, et c'est là le vrai problème. Oui, effectivement, il faut que les Burkinabés, une fois de plus, on en parle tous les jours, il faut que les Burkinabés comprennent que la discipline, c'est quelque chose de primordial partout où on est, que ce soit en période de paix ou bien en période difficile comme cette période dans laquelle nous sommes tous. J'ai écouté le professeur Martial qui était en train d'attirer l'attention des gens sur la nécessité de respecter les consignes données par les médecins. Le professeur Martial, je connais très bien, c'est un grand médecin, monsieur qui sait de quoi il parle. Donc, c'est pour dire aux Burkinabés de faire très attention et de respecter les mesures, j'allais dire basiques d'hygiène. Acheter un savon, ça ne coûte pas cher. Même le savon, comme on le dit vulgairement, Kabakuru, vous venez chez moi, j'ai le savon Kabakuru devant chez moi, quiconque vient chez moi, se lave les mains. Donc ça ne coûte pas cher. On prend ce savon, on se lave les mains, on cause, on nous demande de ne plus nous serrer les mains. Ce n'est pas grave, on peut se dire bonjour sans se serrer les mains. On demande d'éviter un certain nombre d'actes, les accolades. Les accolades, ce n'était même pas notre pratique, donc on peut s'en passer. Donc aujourd'hui, même quand on nous regarde sur le plateau, nous avons mis des gants, on a mis des trucs, c'est pour attirer l'attention des Burkinabés sur le fait que ce qui se passe, c'est sérieux. Il faut qu'on soit discipliné, comme les Chinois l'ont été, c'est un peuple très discipliné, et ils ont réussi à vaincre rapidement, en un temps record, cette maladie. Il faut qu'on soit discipliné, on prenne en compte les mesures d'hygiène, se laver les mains, laver les plats, et puis éviter de jouer n'importe comment maintenant, faire attention. Et puis à chaque fois qu'il y a un petit, si on se sent un peu malade, courir rapidement voir les médecins. Mais ce que je voulais dire, le professeur Martial du moins a dit qu'il y a un numéro, mais ce numéro connaît quelques difficultés et que les gens n'arrivent pas à rejoindre. Donc il faut aussi au niveau de l'État essayer de corriger tous ces petits détails. Il a dit un point, il a dit que les populations rigolent, mais au sommet aussi ça rigole, hein, parce que bon, on ne va pas rentrer dans les débats parce que nous sommes là face à une situation. Non, on ira au niveau des débats parce qu'au niveau des mesures aussi, voilà. il y a des choses à dire. On les dira. Donc les populations, il faut appeler les populations et puis leur dire, ce n'est pas une maladie des Blancs, hein, comme ils ont tendance à le dire là. Ce n'est pas une maladie des Blancs, ce n'est pas une maladie des ministres, ce n'est pas une maladie de celui qui est en France ou pas. C'est une maladie qui touche tout le monde. Il faut qu'ils apprennent, s'ils reviennent du marché, laver les aliments avant de les faire cuire, laver les bananes, les mangues que vous mangez, laver les mains, faites de la propreté, votre chose, et puis tout ira, je pense. Alors, Évariste Concebo, Ali le disait, ce n'est pas une maladie des ministres, mais il faut dire qu'il y en a au moins 4 ministres qui ont déclaré qu'ils ont été testés positifs. On a par exemple d'autres types d'autorités quand même. Si je prends le président du conseil régional, la Boucle du Moun, et puis bien de personnalités également qui sont testées, par exemple, sont testées positives. Non, ça vient nous rappeler que tous les êtres humains sont susceptibles d'attraper cette maladie. Au demeurant, en tant qu'être humain, il a pris l'allégorie de Socrate. Nous sommes tous des êtres humains, donc on est d'abord sujet à tout ce qui est maladie, et ça, c'est une maladie qui est transmissible, c'est-à-dire que le fait que quelqu'un l'ait, il peut facilement vous le transmettre. Les médecins ont déterminé les différents modes, donc c'est pas du tout, moi à la limite, c'est pas du tout extraordinaire qu'on me dise qu'un ministre ou
un empereur ou un roi a attrapé donc le corona, c'est possible. Maintenant, ce qui est sûr, dans notre contexte burkinabé, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à dire. Ça demande des moyens d'organisation, des moyens financiers, humains, et même, surtout, ce qui nous concerne, nous, beaucoup plus, c'est les changements de comportement. Comment faire pour induire que les Burkinabés arrivent à changer leur comportement? C'est ça. Parce que c'est vrai que, tout de suite même, j'ai vu quelque part des regroupements, des gens pour des funérailles ou quoi, je me demande, est-ce que ces gens ont réellement intégré le caractère très dangereux de ce qu'ils sont en train de faire? Donc, il y a beaucoup de travail encore à faire sur ce plan. En fait. Mais est-ce que, ça je vous pose à tous la question, est-ce que les gens mesurent en fait, ou ont bien compris pourquoi on leur demande de ne pas se serrer la main, pourquoi on leur demande de porter des masques, pourquoi on leur demande de ne pas faire des accolades, pourquoi on leur demande par exemple de ne pas se regrouper? Est-ce que vous êtes sûr que les gens ont réellement bien compris le problème de confinement? Est-ce que ce n'est pas mal expliqué le caractère ou la caractéristique de ce virus-là? André Génie. Non. La semaine dernière, nous avons parlé de l'autoresponsabilité des Burkinabés. Vous voyez, quand vous regardez les Burkinabés fonctionner, la majorité des Burkinabés fonctionner, moi j'ai l'impression que l'on a mis dans la nourriture des Burkinabés une molécule qui rend de plus en plus bêtes les Burkinabés. Mais comment quelqu'un peut circuler de telle manière à Ouagadougou? Vous voyez des gens qui crachent partout, des gens qui n'ont aucun respect ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Cette façon de faire ne peut pas faire en sorte qu'on n'attrape pas la maladie. Moi, je pense que c'est... Le médecin a parlé de laxisme. S'il y avait un mot plus fort que ça, c'est ce que les Burkinabés veulent faire au jour le jour. On vous dit, pas de panique vraie, mais chacun doit être prudent. Chacun doit se protéger. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué dans la vie que, une fois que tu reviens du dehors, tu te laves les mains? Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué que si tu veux te moucher, de te moucher dans un mouchoir ou bien d'éternuer dans ton coude? Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué? Est-ce qu'on doit faire bac plus 25 pour comprendre ces gestes très simples? Mais c'est les Burkinabés eux-mêmes qui attendent tout des autres. Et personne ne veut être autoresponsable de soi-même. Malheureusement, ça va faire en sorte que ça va s'élargir par la simple raison que personne ne veut respecter ce que l'on dit. Vous avez vu les images qui circulent par rapport aux gens qui continuent de circuler la nuit. On vous a dit de rester chez vous, et il y a des gens qui trouvent moyen de circuler la nuit. Malheur leur est arrivé, c'est très bien. Moi, je dirais c'est très bien pour eux. Mais alors, non, en fait, il faut comprendre. Est-ce que les gens ont bien compris? Parce que il y en a, par exemple, c'était un changement. Les sociologues vous diront que le changement, il fait peur ou il est difficile. On ne peut pas du jour au lendemain dire aux gens de changer des habitudes qu'ils ont eues pendant peut-être 40 ans, 50 ans de vie. Est-ce qu'ils ont bien compris qu'il n'y a pas de vaccin et que cette maladie, le seul vaccin là, c'est de limiter ou de réduire au maximum le contact social? Est-ce que ça a été bien expliqué? Non, c'est vrai que sociologiquement, face à tout changement, il y a des facteurs de résistance. Mais pour le cas burkinabé, c'est un facteur culturel. Je vous ai dit ce matin, en venant, j'ai vu des regroupements de funérailles. Mais je me demande, est-ce qu'on est dans le même Burkina? C'est de la sensibilisation qu'il faut, parce que ces gens ne savent pas, ils ne mesurent pas, en fait, c'est pas qui souhaiterait avoir des problèmes. Est-ce qu'ils savent que s'ils développent la maladie, la forme grave, ils vont mourir parce qu'on n'a pas assez de respirateurs? Personne ne souhaite ça. Donc, à mon avis, à mon sens, c'est un problème de sensibilisation, d'information. C'est vrai, l'histoire on n'est pas encore entré dans les mesures, le couvre-feu, c'est bon pour un type d'ennemi bien connu et tout. Le virus ne circule pas la nuit. Les gens vont se confiner chez eux la nuit et le lendemain matin, ils vont aller multiplier encore le virus. Donc, il faut sensibiliser, amener les gens à comprendre que de leur comportement peut en dépendre leur vie. Et moi, c'est ce que je pense que ça manque encore. D'accord. On va avancer sur les mesures aujourd'hui. Il y a des mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État, notamment, avant ça, on a vu une discipline des confessions religieuses qui ont suspendu les cultes, etc. Et tout. Alors, le gouvernement a pris aussi un certain nombre de mesures, dont notamment le fameux couvre-feu dont il est question, mais bien évidemment aussi pour les rassemblements, pas au-delà de 50 personnes, etc. Alors, ces mesures-là ont été prises pour bien entendu la fermeture des aéroports de Ouaga et de Bobo.
on convient tous que, et c'est partout ailleurs comme ça, que seul le confinement est le moyen aujourd'hui le plus important et que c'est le mouvement des personnes qui est en fait l'élément propagateur. Alors, mais ici, je vous pose une question. Si ces éléments de confinement qui ont été déjà pris, mais et les transports en commun? La question revient très souvent. Quand on quitte Ouagadougou pour Bobo, on peut embarquer dans le car qui fait 70 personnes. Vous soulevez là un problème très important, le transport encore, surtout en interne. Une fois que le virus est rentré, parce qu'on a vu le professeur faire un peu les statistiques, on se rend compte que c'est un cas, Bobo c'est un cas, c'est pas 48 cas comme à Ouaga. L'épicentre du problème se trouve à Ouaga, ça c'est identifié. Maintenant, il ne faudrait pas que, justement, à travers le biais des transports en interne, les gens vont quitter Ouaga pour aller contaminer toutes les autres localités du pays. Et c'est en cela que les mesures ont péché. Ça, c'est clair. C'est un problème. Parce que ça va poser, ça soulève la problématique de contamination interne, la question des transports à l'intérieur du pays. Parfait, Chiliga. Il y en a qui ont pensé qu'il fallait même confiner Ouagadougou, comme les Chinois ont confiné Wuhan. Et puis, bon, personne ne sort, personne ne rentre. Et qu'il fallait confiner Ouagadougou. Ça ne dure pas longtemps, c'est juste 2 semaines. Et puis après, les gens sont libres de circuler. Alors, mais là, on a vu que les transports continuent. Je sais que si nous prenons par exemple l'axe Ouagadougou, c'est chaque heure, il y a un car qui part. L'axe Bobo, matin et soir, il y a des cars. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un peu de laxisme, comme pour prendre le thème du professeur? Ce n'est pas aussi du laxisme public? Je voulais dire que là, avec l'intervention du chef de l'État, c'est la première série des mesures qui sont prises de façon officielle. On espère qu'il y aura d'autres mesures qui vont être prises en fonction de l'évolution de la situation. Sinon, comme partout ailleurs, les mesures sont progressives en fonction de l'évolution de la pandémie. Et je crois qu'il n'est pas forcément nécessaire de polémiquer au début, mais le plus important, c'est de dire au moins respectons les mesures qui ont été prises. Si en fonction de la situation, il y a d'autres, si l'évolution de la situation commande d'autres mesures plus drastiques, comme les transports ou bien d'autres mesures, mais il faut effectivement encourager les autorités à prendre ces mesures-là. Mais en attendant, j'ai dit, même les mesures qu'on a prises là, les gens ne les respectent pas. Regardez hier, on a vu circuler des vidéos de bastonnades de personnes qui n'ont pas respecté le cours. Ça ne va pas résoudre le problème. Non, c'est pas que ça ne va pas résoudre le problème. J'ai dit, les Burkinabés eux-mêmes ne sont pas disciplinés. Même ces mesures qu'on prend là, les gens ne respectent pas. Donc, comment vous voulez que ça puisse avancer? Voilà pourquoi la sensibilisation doit se poursuivre. Alors, par les radios, par les médias, par les communautés religieuses, par toutes les communautés. Je pense que c'est ça peut-être qui va permettre de faire avancer les choses. Je suis désolé. Moi, je suis désolé, mais je leur dis, l'histoire de mettre tout le pays sous couvre-feu, c'est une très mauvaise décision. Pourquoi? C'est Ouaga qu'il fallait cantonner. Les Chinois l'ont fait. Il y a des méthodes. Il ne faut pas refaire le monde. Moi, je comprends très bien qu'ils pensent que c'est les couvre-feux parce c'est une génération ici de couvre-feu. Ça ne va pas résoudre quelque chose dedans. Moi, je vous le dis. C'est Ouaga qu'il fallait fermer hermétiquement, empêcher, puisque l'épicentre, c'est Ouaga, et empêcher que le virus ne se propage à partir de Ouaga. Ça, je suis désolé, mais scientifiquement, c'est ce qu'il fallait. Peut-être que ce qu'il faut dire pour compléter, c'est que depuis hier, donc, il y a 11 cas confirmés hospitalisés au CHU Tengandogo à la date du 21. 37 patients en cours de transfert au CHU, donc 37 patients. Un patient hospitalisé et 2 en confinement à Bobo, donc on est maintenant à 3 cas. Un patient en auto-confinement à l'infirmerie de la mine de Houndé. Un patient en confinement à Dédougou. 2 patients en auto-confinement à l'infirmerie de la mine de Boromo. Voilà, et puis tous ces gens-là, donc c'est pour dire simplement qu'aujourd'hui, quand on regarde, c'est l'axe, le principal axe, la RN1. Bobo, Boromo, etc., qui est lié au mouvement des personnes. Ali, sur ces mesures-là. Par exemple, le cas des yards, des marchés yards. Effectivement, je crois que le gouvernement ici est en difficulté vis-à-vis de cette situation. Il ne faut pas oublier que notre vie sociale aussi s'organise autour des marchés yards dont vous parlez. Quand vous parlez Rodwoko, en Morée, ça veut dire que c'est un marché sans fin, qui ne s'arrête pas, qui tourne à tout moment. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On ferme Rodwoko. Si on ferme Rodwoko, est-ce que les populations pourront s'approvisionner? Comment on fait?
Je pense que face à ces difficultés, le gouvernement n'a pas de solution, n'a pas de réponse. Donc, il essaie d'aller pas à pas pour voir, comme l'a précisé Parfait Sirga, prendre quelques mesures d'abord pour voir ce que ça va donner. Et puis ensuite, peut-être que si Dieu est aidant et puis la maladie recule, ça va. Mais si la maladie continue à encore repartir, il faut aussi revoir le cas de Rodoko. Parce que, je termine, Rodoko, oui, c'est un grand marché pour ceux qui connaissent Ouagadougou et qui le fréquentent. Il y a beaucoup de gens qui y vont. Il y a beaucoup de gens qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Donc, c'est un grand foyer de contamination, de propagation de la maladie. Mais aujourd'hui, est-ce que le gouvernement burkinabé est assez fort? On a donné le cas chinois. Est-ce que l'État burkinabé est assez fort pour fermer Rodoko? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'il ne faut pas oublier, ce sont des politiciens aussi qui prennent des mesures tout en calculant pour voir en 2020, on est à l'orée. Oui, mais justement, si on reste dans les calculs, mais ça, vous ne pouvez pas. La contagion va se continuer et puis après, vous voyez, c'est un cycle infernal. Vous voyez, c'est trop difficile d'enlever. C'est un cercle vicieux. Oui, c'est très difficile d'enlever ça dans la tête des politiciens, disons dans un système dit démocratique. En Chine, on l'a fait parce que là-bas, c'est le Parti communiste chinois, il prend une décision. On ne discute pas, on ferme la ville. Mais ici, les gens sont en train de choses. Regardez, on va revenir. Vous allez voir même le comportement des hommes politiques qui sont au sommet, qui tentent même, qui mentent même sur leur situation. On va revenir sur ça pour voir comment les choses évoluent. Ceci étant, il aurait été beaucoup plus souhaitable que l'État soit assez fort pour fermer Rodoko et puis demander aux populations pour leur dire voilà ce qui se passe. Voilà. Mais est-ce que notre État est assez fort pour fermer Rodoko? Je n'en sais pas et on verra. Je pense que dans tous les cas, juste pour préciser que même quand on prend des mesures de confinement sévères, comme en Italie, vous avez vu que même hier, il y a eu près de 793 cas. Ça veut dire qu'il faut même un temps qu'on prenne les bonnes mesures, même quand on arrive à prendre les bonnes mesures de confinement, il faut du temps pour que ça baisse. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire, il ne faut pas tâtonner là-dessus. André Janiboudou, est-ce qu'il faut dire que parce que l'économie va être à genoux, Rodoko, on ne pourra pas aller acheter des pagnes, des habits, des chaussures. Dans les yards, on ne pourra pas aller acheter quoi que ce soit. Donc, on laisse et puis bon, on joue là-dessus. Est-ce qu'il faut agir comme ça ou il faut vraiment trancher une bonne fois parce qu'il s'agit de limiter la propagation? Je crois que pour limiter la propagation, je reviens au comportement humain. Il faut que même les gens qui voyagent, peut-être qu'il serait bon que même s'ils sont à 50, 60, 70 dans le car, qu'ils puissent, en rentrant dans le car, par exemple, se laver les mains, se protéger, être dans le car en portant un masque. Je veux dire qu'il faut que chaque humain, chaque Burkinabé, prenne sur lui-même de se protéger et de protéger les autres. Moi, je crois moins au dictat du gouvernement. Parce que le gouvernement ne peut pas imposer à chaque Burkinabé ce qu'il doit faire pour sa propre survie. Il peut édicter des mesures, mais les Burkinabés peuvent ne pas accepter. Disant, est-ce que s'il y a des mesures, par exemple, qui sont manifestement des couloirs de propagation du virus, est-ce qu'il ne faut pas que le gouvernement n'a pas ce devoir-là de prendre ces mesures? La question est là. Mais on a parlé... C'est pas qu'il ne peut pas, est-ce qu'il n'a pas le devoir de le faire? On a parlé de... Vous savez, j'ai vu dans un poste que quand il a demandé aux transporteurs de mettre un bémol sur les transports, il y a des gens qui ont levé le bouclier et qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Je veux dire, en fait, je comprends que le gouvernement est dans une situation très très difficile. Non seulement c'est un gouvernement qui n'est pas très très fort, qui ne peut pas bander les muscles, mais il est en face des gens qui pensent que l'insurrection est le mode de vie de tous les jours. Et tout ce que le gouvernement dit, on doit le contester et ne pas accepter, même pour sa propre sécurité. Oui, parfait. Et puis on va suivre un second élément. Je reviens pour dire que c'est important déjà que les mesures qu'on a prises là soient respectées. On peut dire que les transports en commun constituent encore un moyen où la transmission, la contamination peut être importante. Mais en attendant, les mesures basiques d'hygiène là ne sont même pas respectées. Donc, à plus forte raison, même les autres mesures que vous allez prendre. Donc, et puis, il faut se dire aussi une chose. Quelle sont les conséquences économiques de toutes ces mesures dont on parle? Fermeture des marchés, fermeture
confinement total de Ouagadougou, quelles sont les conséquences économiques? Moi, je pense qu'un gouvernement regarde aussi tout ça avant de prendre les mesures. Donc, moi, je crois, au moins les mesures qu'on prend là, respectons ces mesures. Et par la suite, on verra comment l'évolution de la maladie va nous imposer. La Constitution dit que la vie est sacrée. Oui. La Constitution n'a pas dit que l'économie est sacrée. On est d'accord là-dessus. Donc, je pense qu'ici, il faut qu'on sache faire vraiment la part entre ce qui est le devoir du gouvernement et ce qui est le devoir de chacun individuellement. Mais il ne faut pas que ce soit le devoir des individus qui dépasse celui du gouvernement. J'ai pu comprendre ici. Un des problèmes que j'aurais compris, parce qu'actuellement, vous voyez que tout ceci, pour combattre cette épidémie, ça induit des coûts. Les masques, les gants et autres. Et les entreprises, il y a certaines entreprises qui ont pris les initiatives. Et moi, j'aurais vu, par exemple, il faut qu'au niveau des mesures d'accompagnement, il y a des choses que le gouvernement peut faire pour aider les gens à accéder à ces produits-là. Oui, ça c'est très important. Or, dans le discours, on n'a rien vu dans ça. D'accord. On va suivre un élément on va dire, de sensibilisation, mais aussi qui témoigne peut-être de l'intérêt que suscite cette question de sensibilisation, mais aussi du sérieux que peut-être au sommet certaines personnes prennent certaines personnalités prennent en tout cas pour permettre à tout un chacun, en tout cas de comprendre l'envergure de la question. On va aller à l'Assemblée nationale avec cette sortie du président de l'Assemblée. La toute première victime de la pandémie du Covid-19 au Burkina Faso est de l'Assemblée nationale, en la personne de sa deuxième vice-présidente. Face à la situation, l'institution s'est mise en état d'alerte. Un comité de veille a été institué et 15 personnes ont été mises en confinement. Nous avons le numéro vert, nous avons informé dans le groupe tous ceux qui ont été en contact, ils se sont signalés et nous avons transmis les noms au niveau du comité national. Voilà. Oui, ils sont suivis, ils sont confinés et ils sont suivis. Et chaque jour, on suit les différentes mesures, c'est-à-dire la prise de la température et puis la détection des signes. Là. Voilà. Non, pour l'instant, rien d'alarmant. Plusieurs autres mesures de prévention ont été prises pour éviter de nouvelles contagions au sein de l'hémicycle. Je voudrais avoir une pensée pieuse pour notre collègue. C'est profiter de cette occasion pour présenter nos condoléances à sa famille et également à sa famille politique. Et dès que nous avons appris la mauvaise nouvelle, nous avons pris des dispositions pour ne pas nous réunir parce qu'à l'Assemblée, nous avons un forum du bureau de l'Assemblée nationale et nous avons donné un rendez-vous et chacun s'est mis sur son portable et on a commencé à faire une réunion, nous avons discuté. Et c'est là que nous avons pris la décision également de suspendre toutes les réunions de commission, même des réunions à 2, à 3, tout type de réunion est suspendu à l'Assemblée nationale. Nous avons également pris la décision de faire désinfecter l'Assemblée. Et donc, c'est ce qui est en train de se faire. Donc, dans ce laps de temps-là, il y a un service minimum au niveau de l'Assemblée. Et donc, pour nous, ce comité de veille, nous l'avons voulu parce que l'Assemblée nationale, personnel civil, militaire et paramilitaire, nous sommes à peu près un demi-millier. Et donc, face à ce problème, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. C'est pour ça que nous avons mis ce comité de veille et régulièrement, par téléphone, nous prenons des nouvelles et nous donnons la conduite à tenir. Tout en invitant la population au respect des règles édictées, le président de l'Assemblée nationale a profité de l'occasion pour émettre des thermomètres sophistiqués au comité de veille. Alors, c'est le président de l'Assemblée qui s'est transformé en sensibilisateur de proximité, mais aussi avec un comité de suivi qui a été mis. Tout ça dans le cadre, bien sûr, des moyens qui sont développés, de l'intelligence qui est faite autour de cette question-là. Alors, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est peut-être individuel, qui est peut-être psychologique. C'est la honte de la maladie. On a vu par exemple des ministres qui déjà ont démenti, qui n'étaient pas malades. Après, on est revenu avec des communiqués dit oui, on est malade. Mais prenons le côté qui est bon. Quand des ministres disent par exemple, moi, ministre X, je suis testé positif, donc j'appelle tous ceux qui ont été en contact avec moi, etc. Est-ce que il y a un message précis qu'on peut comprendre par ça? Est-ce que la maladie ne doit pas faire honte et que chacun doit contribuer à aider à dépister la maladie? Mais attendez, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut avoir honte d'être malade. Parce que c'est le Covid-19. Non. Mais
Tout le monde, même le pape est malade, est de temps en temps malade. Le président du Faso, il est de temps en temps malade. C'est qu'on ne sait pas. Par exemple, si vous faites 2 jours, 3 jours, vous ne le voyez pas, certainement qu'il couvre un rhume et puis il est en train de se traiter. Il n'y a aucun mal à être malade. Tous les humains sont soumis à la même pesanteur. On est né, on va être malade, et un jour, on va déclarer que nous sommes décédés. C'est le cycle normal des choses. Donc, je ne vois pas en quoi quelqu'un peut... Ce n'est pas une maladie honteuse, être enrhumé. Ce n'est pas une maladie honteuse. Est-ce qu'il y a même une maladie qui est honteuse? Non. Donc, je crois que c'est bien que certains ministres aient eu le courage de déclarer « Je suis malade, je prends les moyens pour me protéger et pour protéger mes proches. » Il y a vraiment, je ne vois pas en quoi... Au contraire, ceux qui ont honte d'être malades doivent être ramenés quelque part pour se soigner. Bon, je crois que le ministre qui a dit très rapidement, je crois que c'est le ministre en charge de Ouarou, le ministre Ouarou, qui est en charge de l'éducation nationale, qui est sorti le premier pour dire j'ai été testé positif au coronavirus et qu'il appelait les gens autour de lui à faire attention et puis aller voir les services de santé pour la prise en charge rapidement. Je crois qu'il faut saluer le geste de ce monsieur. Rapidement, il a dit, il a donné l'exemple, il est au sommet, il a donné l'exemple. Ça va permettre quoi? Ça va permettre que tous ceux qui ont été en contact avec lui puissent connaître leur situation sanitaire et puis ensuite prendre les mesures nécessaires pour que la maladie ne se propage pas. C'est responsable parce que lui, il est ministre. Et dès que lui parle pour dire « je suis malade », les populations se disent « ah, attention, ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas une maladie honteuse, comme on le dit. Ce n'est pas une maladie honteuse, tout le monde est malade. Tous nous sommes susceptibles d'être malades un jour de coronavirus ou d'autres choses. Donc c'est bien. Mais je vais terminer. Par contre, il y a un autre ministre qui a joué avec l'intelligence des gens. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Normalement, aujourd'hui, quand on nous voit sur le plateau, on n'est pas là pour faire le cinéma et tout. On est très sérieux. Normalement, ce ministre, je lui souhaite prompte guérison parce que c'est un ami à moi. Je le connais très bien, c'est un ami. Avant qu'il ait cette vie, on était très potes. On a bourlingué ensemble. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, les ministres, on ne se voit plus. On s'est vu une seule fois, on ne s'est plus revu. Mais je le vois dans les médias. Il a commencé par raconter des histoires qu'il n'est pas malade pour finir par déclarer qu'il est malade. Ça, c'est un mensonge. Et à un niveau donné, on ne ment pas. D'accord. Donc, normalement, le pour être ministre très est malade, il est malade, mais on va dire les choses. On va faire la morale plus tard. Je viens. Parce que là, il est malade, il a besoin. C'est pas la morale que je lui fais. Il a besoin de. C'est pas la morale que je lui fais. C'est pas la morale que je lui fais. Je lui souhaite prompt rétablissement. J'ai pris le temps de dire que c'était un ami, et sincèrement, je lui souhaite prompt rétablissement. Ce que seulement je n'ai pas apprécié, c'est le fait de vouloir utiliser la communication pour tenter de duper les gens. Et ça, il y a un effet négatif sur l'ensemble de l'impact. Non, s'il est guéri, il n'a qu'à remettre sa carte, il n'a qu'à remettre sa démission au Premier ministre. Évariste Konsebo, très rapidement, voilà. Est-ce qu'il que... faut avoir honte de se déclarer? Quand on se déclare, l'intérêt à se déclarer, le bien qu'on fait ou le mal qu'on fait, etc. Non, on ne va pas rentrer dans la morale, mais moi, ça ne m'étonne pas sous nos tropiques. Parce que le message de la communication des politiciens, c'est le mensonge. Oui. La morale n'en a rien à voir. Donc, que quelqu'un de ce sérail, de ce monde-là sorte pour mentir, ce n'est pas la première fois qu'ils mentent. Donc, c'est normal, ça, c'est leur tasse de thé tous les jours. Mais là, sauf que cette fois-ci, c'est quand même criminel. Parce qu'à la limite, vous êtes un danger et vous mettez les autres en danger. Quand tout le monde sait, c'est un point focal. Quand le ministre sort, beaucoup de gens qui affluent vers le ministre. Et donc, en fait, c'est en cela qu'on peut donc condamner. Mais l'éthique... Il faut dire qu'il n'y a pas que les ministres. Hein. C'est vraiment tout le monde. Enfin, on parle des autorités. Même partout ailleurs, nous tous qui sommes là, tous ceux, même les chefs de famille, sont concernés. Parce qu'à partir du moment où vous êtes quelque chose, il ne faut pas cacher aux autres. Mais écoutez, c'est ça le message. Loukman, ce matin, quand nous sommes arrivés, vous avez proposé de porter les trucs. Est-ce que vous croyez que ça nous fait plaisir d'être là comme ça? Mais c'est quoi? C'est parce qu'il y a notre responsabilité, les gens nous regardent, notre responsabilité aussi à expliquer aux gens que faites attention, il y a une maladie qui existe, ne rigolez pas avec ça. Merci. Et quand un ministre rigole avec ça, il faut lui dire qu'il n'a pas rigolé avec ça. Merci beaucoup. Alors, parfait pour terminer dessus, et on va évoquer une question qui est peut-être certainement sensible parce que c'est dans le domaine médical. Mais nous reviendrons. Donc allons-y très rapidement. Non, je voulais juste dire que
il serait bon que sur ces questions-là, on ne fasse pas de polémique. Moi, je crois que le plus important, c'est d'attirer l'attention de tout un chacun. C'est de dire que la maladie ne peut pas être considérée comme... De toute façon, on dit souvent à Morée qu'il faut vendre sa maladie pour avoir le médicament. Je crois qu'il faut qu'on puisse arrêter de faire de la polémique sur qui est malade, qui n'a pas déclaré. Pour moi, c'est important qu'au sommet de l'État, il puisse y avoir des mesures importantes et que les Burkinabés puissent effectivement suivre ces mesures-là. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Merci, parfait. Peut-être qu'il faut dire simplement que ce n'est pas une maladie à soi seul. Quand on est malade une fois, soit on est malade avec d'autres, et que le fait de se déclarer, c'est criminel, aussi donner une moitié des moyens de protection, des moyens de lutte contre cette maladie. Donc se déclarer, c'est sauver aussi tous les autres. Alors je vais terminer. Sur tout ce qui est pris comme mesure, on est en Afrique. Apparemment, on attend encore que ce soit l'Occident, les firmes pharmaceutiques qui nous fabriquent des produits. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas une organisation de nos thérapeutes africains, peut-être incitée par les États, les dirigeants, pour dire il faut que nos thérapeutes africains cherchent aussi un produit. Il s'agit de rhume, il s'agit de tout, il s'agit de douleurs de respiration. Est-ce que ça ne se soigne pas en Afrique? Pourquoi aujourd'hui, en même temps, vous me parlerez aussi de la question chloroquine qui défait la pandémie. Alors, très rapidement, une minute. Je me suis posé la même question, mais c'est dans le discours du président, du chef de l'État, que j'ai eu la réponse. Parce que figurez-vous qu'il y a le conseil scientifique qui vient de mettre auprès du chef de l'État. Quand vous voyez dans les autres États responsables, mais ça, ce n'est pas sa faute, ce n'est pas une faute de MPP, c'est une faute qui date depuis la gouvernance. D'accord. Normalement, en temps de crise, vous avez un conseil scientifique, les meilleurs scientifiques du pays, qui entourent l'exécutif pour lui. C'est ce qui explique les tâtonnements. Et bon, il a au moins le mérite de venir le mettre en place. Il va plus loin dans son discours, il dit qu'il invite le Conseil national de la recherche scientifique. Vous avez le CNRST qui est là et tout. Toutes ces structures-là sont là, qu'est-ce qu'elles foutent? C'est ça la question. C'est peut-être maintenant, ça sera un point de départ maintenant. Et ça, c'est toujours moderne, c'est classique. Je pense que sur ce plateau, on ne va pas quand même aller loin en disant qu'est-ce que le CRC fout. Je pense que c'est quand même aller loin. Mais si ce n'est pas visible, on est dans une crise sanitaire, tout le monde est embrouillé, on ne va pas. On peut dire, nous allons rajouter de la psychose à la psychose. Dire qu'il ne fout rien, je trouve que c'est exagéré. Pourquoi est-ce que ça ajoute de la psychose à la psychose? C'est la réalité. Non, le chef de l'État vient de le dire. Ce que vous dites n'est pas vrai. C'est pas moi qui dis, c'est le chef de l'État. Je vous renvoie au discours. Non, le chef de l'État n'a pas dit que ces gens ne foutent rien. Il dit qu'il va il va les activer. Non, il dit qu'il va activer. Parfait. Non. Il dit qu'il va activer. Si on active, c'est que ça ne marche pas. Vous avez dit il dit qu'il va activer. Vous avez dit qu'il ne fout rien. Je prends Monsieur, le chef de l'État dit qu'il va activer le Haut Conseil national. J'ai dit. Il a fini de parler. Ok, parfait à la parole. Oui. Prenez comme vous voulez. Parfait à la parole. Voilà. Et on se protège. J'ai dit, le Conseil, le Centre national de recherche scientifique a fait ses preuves dans ce pays. Maintenant, c'est exagéré de dire qu'il ne faut rien. Il faut plutôt parler de visibilité des produits de la recherche au Burkina Faso. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Et le plus important, c'est de dire aujourd'hui, par rapport à cette pandémie, quelle peut être vraiment leur contribution pour que le Burkina puisse s'en sortir. Mais les contributions, c'est connu. Ils font de la recherche médicale, etc. Dans tout. Ils font les plantes, ils font tout. Ce qu'on veut savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a un pool de chercheurs, praticiens ou thérapeutes africains ou chercheurs classiques, modernes, classiques, etc. qui travaillent? C'est ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on va rester là à attendre que ce soit encore l'Institut Pasteur qui nous envoie un vaccin ou un médicament? En attendant peut-être de parler au plan national, je pense qu'il y a un certain nombre J'ai vu un certain nombre de chercheurs, de thérapeutes parler de ça, en parlant notamment du renforcement du système immunitaire. Quand vous prenez par exemple le moringa, on dit aujourd'hui par exemple que le moringa peut effectivement permettre de renforcer le système immunitaire. Parce qu'effectivement, avec le Covid-19, il est plus dangereux avec les personnes qui ont un système immunitaire déjà défaillant. Donc le moringa peut être par exemple une solution. D'accord. Moi, je crois. Mais tout le monde crie. Aujourd'hui, c'est ça le message dominant. Il n'y a pas le médicament. Oui, d'accord, il n'y a pas le médicament. Mais on regarde tous. On voit un peu ce que la chloroquine fait, l'histoire de la chloroquine qui tourne. Tout le monde, les pharmacies aujourd'hui sont un peu tout simplement envahies pour racheter la chloroquine. Mais attendez. Très rapidement, une seconde. Non, vous avez posé là une grosse question liée à notre éducation. Moi, je n'ai jamais compris comment quelqu'un peut faire Bac+7
et devenir docteur vétérinaire. Et son rôle, c'est d'aller s'asseoir derrière un guichet pour écrire une liste de médicaments que quelqu'un doit acheter. Des ordonnances. Des ordonnances. Moi, je n'ai jamais compris. Comment on peut faire Bac plus 7 et être réduit à cet état-là? J'aurais aimé, par exemple, qu'aujourd'hui, par exemple, si on peut tirer le leçon, que tous les étudiants en médecine, en pharmacie, que l'État demande à chacun, au bout de tes 7 années, tu deviens spécialiste d'un arbre qui soigne quelqu'un. Et peut-être que c'est comme ça que l'on va... D'accord. Prenez l'exemple avec la Chine. On va aller très vite. On va aller très vite. Oui, une seconde, Ali termine. L'idée que les chercheurs en Afrique ne foutent rien, je cite le président Sankara qui disait qu'en Afrique, des chercheurs qui en cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. C'est pas moi qui l'ai dit depuis ça. Oui, Ali, aujourd'hui, nous avons des gens qui manient bien les plantes, des thérapeutes, qui sont même dans les marchés, etc., qui ont eu même une organisation, une fédération des tradis praticiens et tout ça au Burkina. Est-ce que l'État les a activés? Est-ce que seulement on va attendre que ce soit des comprimés qu'on nous envoie, ou est-ce qu'il y a des plantes, par exemple, des moyens endogènes, la médecine locale, qui peut nous aider? Il y a des tradis praticiens qui connaissent des arbres, qui connaissent des feuilles, qui connaissent des écorces, mais tout ça, on n'en parle pas. Bon, ce que moi je sais que peut-être que ça a été désactivé maintenant, mais ce que je savais, du moins, il y a une direction de la médecine traditionnelle au niveau du ministère de la Santé, et où on essaie de voir, de regarder ce qu'ils proposent comme médicaments pour tester, pour voir, et puis on essaie d'adapter. On avait vu le paludisme avec le médecin à Banfora. La spiruline. Il y a la spiruline, docteur Dakio, qui avait proposé un médicament que les gens utilisaient et qui a fait ses preuves. Effectivement, quand on écoute la communication du gouvernement, on a vu le professeur Martial qui est venu, mais lui, il est déjà dans la guérison, dans la chose. On n'a pas vu à côté du professeur Martial des chercheurs du CNRST. Il y en a certainement là-bas qui travaillent autour de ça. En fait, le problème qui est posé ici, et ça c'est un véritable problème, le CNRST existe. Parfait a dit qu'ils ont fait, ils ont eu des trucs, ils ont fait beaucoup de ils ne sont pas visibles. Ils ne sont pas visibles. Bon, je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien savoir le travail qu'ils font. Ils n'ont qu'à le mettre sur la place publique. Merci Ali. Les médecins, vous connaissez le FACA. Merci Ali. On va continuer les je termine quelques minutes pour tous les autres sujets. Oui, je termine une. On aura l'occasion avec les appels téléphoniques qui vont pas manquer de revenir sur ces sujets-là. On va les approfondir. On va continuer pour parler très rapidement de la question de cette grève générale qui a eu lieu. La grève vient de 72 heures. Initialement, il y a eu la marche qui a été, les syndicats ont par la suite, par responsabilité sociale, ont supprimé donc la marche pour retenir que en fait la grève générale, la paralysie des services, etc. Un bilan a été fait. Apparemment, au niveau des syndicats de l'UAS, il est positif. Le bilan il est positif. Alors, je voudrais que vous me donniez votre avis, votre appréciation sur tout ce qui a été fait, chacun en 30 secondes pour qu'on aborde le dernier sujet. Bilan positif, ça, je me demande les critères d'évaluation quand on sait que nous sommes dans un pays quasiment sinistré avec des contagions, avec un taux exponentiel. Bon, c'est sûr qu'il faut quand même les saluer d'avoir quand même... il y a eu des accompagnements dans le secteur de la santé, mais on est loin quand même... Par exemple, au niveau des finances, au niveau de la justice, c'est la paralysie totale. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il faut que nous arrivions à remobiliser toute l'administration burkinabé. Et quand je dis toute l'administration burkinabé, c'est tous les départements, parce que le pays est quasiment en guerre. Là, on avait le terrorisme, maintenant c'est une autre guerre forme. sanitaire. Mais voilà, c'est une guerre sanitaire qui a des conséquences sociales, économiques, financières et tout. Donc, bon, mais là, en fait, à la décharge des syndicats, il appartient au chef de l'État. Moi, je pense, on a vu en France, Macron a gelé les réformes, toutes les réformes à polémique. Et rien ne l'empêche, lui, en tant que garant de l'État, parce que c'est l'État, parce que je vous dis, c'est une guerre sanitaire, mais avec des conséquences multidimensionnelles. Donc, il lui revient de prendre ses responsabilités. Voilà. Ali, il est question de remobiliser l'administration, remobiliser tous les travailleurs, remettre tout le monde au travail. C'est une question sanitaire, c'est une question également qui concerne tout le monde. Est-ce que le chef de l'État n'aurait pas dû, et certains l'ont dit, résoudre cette question de l'UTS pour amener tout le monde en fonction pour qu'on puisse faire face à cette grève-là? Bon, effectivement,
la question de l'IUTS est une question aussi difficile à résoudre. J'ai écouté beaucoup de gens qui disent que le président, s'il voulait arrêter la mise en pratique de l'IUTS et qu'il n'avait pas l'occasion, le coronavirus lui donnait l'occasion. C'est une occasion pour lui pour dire, bon, dans la foulée, je sursois à l'application de l'IUTS sur les indemnités en attendant de voir. Bon, le président ne l'a pas fait, il a beaucoup plus d'éléments que moi d'appréciation de la situation. Ce qui est certain, IUTS plus coronavirus, ça fait de notre pays un pays très très fragile. Par rapport à la grève des travailleurs, bon, ce qui est certain, je suis allé dans quelques administrations, même chez moi, et il y a un ralenti. Les gens sont assis, quelquefois ce sont des responsables qui sont là parce qu'il y a leur poste qui est en jeu, mais le travail n'a pas fonctionné comme il se devait. D'accord. Donc normalement, je pense qu'il faudra aussi que, en dépit même de la maladie qui est là actuellement, il faut que les autorités et les syndicats se retrouvent à nouveau, même si c'est masqué dans une salle vraiment hyper aseptisée, se retrouvent pour qu'ensemble se remettent à discuter, parce que le pays ne peut pas avoir à lui tout seul un tel poids. Le pays souffre, supporter autant de crises. Le pays souffre énormément, il faut le soulager. Non, une seconde pour vous sur la question de l'UTS, la grève générale et des mesures à prendre pour vraiment sortir de là et redonner à l'administration toute sa force capable de pouvoir faire face. Il y a deux éléments que je voulais évoquer. Le premier élément, c'est d'abord que le gouvernement a convié les syndicats à un dialogue le 10 et le 11. Les syndicats ont répondu pour dire ils vont réagir, ils ne sont pas encore prêts. Donc il faut qu'aujourd'hui, au sortir de cette guerre-là, ils puissent effectivement revenir vers le gouvernement pour montrer effectivement qu'ils veulent aller vers le dialogue. Deuxième élément, c'est cette vidéo que nous avons tous vue où c'est une dame, une caissière, qui a été molestée. Et je pense que si le syndicat des finances, enfin le syndicat des impôts est vraiment sérieux, ils doivent condamner cette agression et effectivement dire ce ne sont pas les méthodes. Parfait, Sylvia. Est-ce une agression ou une altercation? Parce qu'il y a aussi d'autres propos. Est-ce que cette dame, elle était à l'heure, parce que après la clôture, est-ce que cette dame était sur son appareil à elle? Est-ce que cette dame n'avait pas été autorisée par le comité syndical? Est-ce qu'il y a autant de questions? Donc dire que c'est une agression, c'est trop vite allé. Est-ce que ce n'est pas une altercation entre deux personnes qui ne sont pas entendues par rapport à l'agression? Ce qui est clair, c'est que si vous voyez la vidéo, c'est la brigade motorisée de suivi et évaluation de la grève. Et c'est bien connu. Les gérants sont connus avec leur numéro de matricule. Donc, ils doivent répondre. Même si ça n'est pas en rapport avec la grève, là, ils doivent répondre parce qu'on a agressé on est d'accord pour l'agression, on est d'accord. Toute agression mérite d'être... Voilà, mais tout de suite, on ne peut pas tirer la conclusion que c'est une agression liée à la grève. Oui, je précise que ce sont des militants d'un syndicat. Et j'ai dit que ce syndicat doit présenter ses excuses et dire ce ne sont pas les méthodes du syndicalisme comme ça. D'accord. Alors, moi, j'ai très rapidement pour qu'on aille vite, sur la grève générale qui a eu lieu, l'UTS, qu'est-ce qu'il faut faire gouvernement? Parce que, comme tout le monde le dit, on reconnaît aujourd'hui la situation est catastrophique parce que c'est une situation sanitaire. Ça concerne donc tout le monde. Et moi, je dirais qu'il y a des bagarres qui ne méritent pas d'être déclarées, il y a des guerres qui ne méritent pas d'être menées. Aujourd'hui, au Burkina, c'est vrai qu'on est en train de lutter pour avoir un petit peu plus d'argent. Mais un sage a dit, quand toutes les rivières seront vidées de leurs poissons et que les arbres n'auront pas de fruits, les gens constateront qu'on ne mange pas de l'argent. J'imagine qu'aujourd'hui, tous ceux qui se battent, c'est pour un mieux-être. Or, le mieux-être commence par la vie. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons deux logiques parallèles, comme des rails de train, qui ne veulent jamais se rencontrer. Il faut que le gouvernement fasse un pas. Mais est-ce que ce n'était pas au chef de l'État de quitter dans ce classicisme de dialogue? Macron l'a fait, la réforme sur la retraite. Sur les retraites, là, Macron, il a décidé, au regard de ce qui est arrivé, il a décidé. C'est ce que j'ai dit. Je pense que le gouvernement doit appeler les syndicats à ce qu'ils fassent un moratoire sur cette affaire. Parce que c'est la vie de tout le peuple qui est en jeu. J'imagine que, encore une fois, on peut prendre tout le budget de l'État, donner aux 120 000 fonctionnaires ou bien 300 000 fonctionnaires.
Moi, je D'accord. pense. Mais je crois que la santé des populations ici mérite que le gouvernement et les syndicalistes se mettent Merci, ensemble. André pour Janot. ça. Oui, une seconde, oui. Par rapport à un des éléments de parfait, Oui. quand il dit que je pense, le gouvernement a pris l'initiative de reconvoquer le syndicat, moi je pense que le syndicat serait dans son rôle de ne pas y aller. Parce que si le gouvernement doit donner un geste, pendant longtemps, ils ont sollicité, Merci. ils ont posé. C'est au gouvernement de faire un geste d'apaisement d'abord. Moi, Merci c'est ce que je Évariste. pense. On termine en politique avec le CDP. Le CDP est en primaire. Les primaires, c'est pour choisir le candidat de ce parti pour la présidentielle à venir. Il y en a 3 candidatures. On a la candidature d'Edi Komboigo, donc l'actuel président. On a la candidature de Yaya Zoungrana, donc député à l'Assemblée. On a la candidature de M. Mamadi Kwanda, comme vous l'avez. Par le temps qui passait, il y avait le courant. Et on retrouve les 3 courants pratiquement, parce que Yaya Zoungrana sur le courant KDO, et Mamadi Kwanda se réclame du courant, donc du courant Kwanda, et enfin le président en exercice, Edi Komboigo. Je voudrais que vous donniez votre appréciation très rapidement sur cette Ali Compaoré. Bon, tout ce qu'on peut dire, ça veut dire qu'en dépit de la lettre de recadrage du président Compaoré, président d'honneur, le schisme existe toujours au sein de ce parti-là. Donc, comme vous avez bien campé les choses, ce sont les 3 tendances à l'intérieur du CDP qui se battent encore pour se trouver un candidat à la candidature. Mais ceci étant, je crois qu'avec la situation sanitaire du pays, je crois que ça a été reporté, le choix du candidat du CDP à un peu plus tard. Mais seulement ce que moi je peux dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'au sein de ce parti, les gens apprennent aussi, mais ça c'est un mal burkinabé et ça se répercute à chaque fois. Il faut qu'au sein de ce parti, les gens puissent s'asseoir ensemble et puis de discuter et puis de voir la personne la mieux indiquée pour aller aux élections, parce que c'est pas une question de personne, c'est pas une question de CDP, c'est une question du pays. Mais là, on a 3 candidats. Ouais, mais c'est ce que je dis. Donc c'est le schisme qui va. Est-ce que ils vont aller à 3. Un va gagner certainement, parce que quand on va aux élections, il y a quelqu'un qui gagne, l'autre va avoir 2 voix, 10 voix, 15 voix, et puis il y aura un candidat. Mais est-ce que ceux qui ont perdu vont pouvoir aller franchement soutenir le candidat gagnant? C'est ça, c'est tout le problème auquel le CDP va faire face. On a les 130 membres du bureau, on a les 80 membres du Haut Conseil, on a les secrétaires généraux des 45 provinces, on a au total quelque chose de 255, exclu des personnes peut-être qui sont plus présentes, qui ne vivent plus parce qu'il y a eu des décès et tout. Donc on a autour de 240 et plus comme collège électoral pour choisir les 3 candidats qui sont là. Alors, est-ce que le CDP va faire un remake de son congrès, son dernier congrès, où on est allé avec 2 candidats et puis finalement, on s'est divisé, on est resté tout le temps divisé? L'analyse que je fais, premièrement, c'est de dire que l'intervention du fondateur du parti n'a rien résolu comme problème au CDP. Est-ce que le fondateur avait voulu choisir? Il a juste donné des conditions de... Non, il a dit de rapporter les sanctions, parce que pour lui, le plus important, c'était de ramener la cohésion au sein du parti. Mais son intervention n'a pas ramené la cohésion, parce qu'en réalité, ceux qu'on avait exclus là, même après leur exclusion, on dit nous continuons de soutenir Kader Désiré Ouédraogo. Et c'est ce courant qui se reconnaît à travers le député Yaya Zoungrana. Et nous avons aussi l'autre courant, Mamadi Kwanda, qui a toujours dit notre candidat, c'est Juliette Bonkongu, qui actuellement est en soins. Mais Mamadi Kwanda a dit qu'il lui-même il est candidat maintenant. Oui, il est candidat maintenant parce que Juliette Bonkongu n'est pas candidat, parce qu'elle est en soins et nous lui souhaitons prompt rétablissement. Donc aujourd'hui, on va aller à une élection et certainement il y aura un gagnant. Et vous pouvez être sûr que maintenant, si par exemple Yaya Zoungrana ne gagne pas, c'est tant mieux. Il va repartir soutenir Kader Désiré Ouédraogo. Et puis c'est bon, on va rester maintenant. Il va rester les 2 autres candidats. André Janilou. Bon, pour moi, d'abord, il n'y a même pas 3 candidats. Il y a un seul candidat qui est là, c'est Edi Komboigo. Je crois que les autres là ont fait dans les dossiers, il y a 3 candidats. Attendez. Sur votre pronostic, peut-être, votre pronostic, c'est Edi Komboigo. Moi, je voulais d'accord, mais il y a 3 candidats qui par sont... exemple, dans le CDP, tous ceux qui faisaient du bouquin viennent présenter leur candidature. On n'a pas vu la candidature de Juliette, on n'a pas vu la candidature de Kadré. Mais Juliette est malade. Non, oui, Kadré a quitté. Je vais dire, c'est pourquoi j'ai dit les candidatures par procuration. Voilà. Bon, ça ne va pas prospérer. Je dis, moi je me dis, ça c'est vraiment un grand jeu que le CDP nous sort
mais ça ne vaut même pas le prix d'un ticket de match. Donc, pour moi, le débat est plié et puis ça n'ira pas loin. C'est-à-dire plié, c'est-à-dire... Ça dit qu'il y a... Vous savez qui va être gagné? Ah non, moi je ne sais pas. Non, vous savez pas, moi je ne sais pas. Je ne suis pas au CDP, je ne connais pas les forces de chaque... Ce qu'il faut dire et souhaiter, c'est que dans les jours à venir, on arrive à résorber cette épidémie qui empêche actuellement toute instance, parce que 240 personnes... Oui, mais ils ont suspendu. Le CDP, en toute responsabilité, a suspendu. Oui, mais c'est pour vous dire... C'est pour vous dire que c'est lié à l'évolution de la situation. Parce que on souhaite que la situation devienne meilleure pour que des instances des partis puissent se tenir. Mais en tout état de cause, quand on regarde même les candidatures par procuration, moi je pense quand même que le jeu est déjà plié et M. Edi Komoïwo sortira vainqueur. Ça c'est clair. Merci à vous. On a terminé pour les sujets au plan national. On n'a pas été suffisamment peut-être long dans le sujet qui est le sujet phare donc du virus Covid-19, mais avec vos appels, certainement qu'on va approfondir les aspects. La Guinée quand même, en attendant nos premiers appelants, la Guinée où le président guinéen Alpha Condé tient mordicus à son référendum, qui doit avoir lieu normalement aujourd'hui, mais on a eu quand même quelques bruits de bottes. Ouais. Je pense qu'on a entendu parler de revendications concernant des primes, comme ça se voit partout ailleurs. C'est toujours le début de la Libye. Oui. Mais il y a eu quand même des grandes rencontres au sommet, au palais présidentiel, le président avec ses officiers, etc. C'est quand même, ça sent le rousseau. On parle de coup d'État raté déjà en Guinée. Je pense que si le président Condé arrive effectivement à ce référendum-là, c'est qu'il sait aussi que du côté de l'armée, il y a des choses qui peuvent arriver parce que encore dans nos pays, on est encore là à se dire que l'armée peut intervenir à tout moment dans la vie politique et c'est ça qui est vraiment dommage. Mais moi, ceci étant, quand vous regardez, on est presque lancé dans le référendum et les résultats sont connus. Le oui va certainement l'emporter et puis... sauf situation, autre situation qu'on va vivre, bon, il va encore avoir son troisième mandat. Évariste Konsengo, est-ce que le processus ne va pas, de ce troisième mandat ne risque pas de se gripper avec cette intervention, même si c'est une sorte d'escarmouche de l'armée, mais il n'en demeure pas moins qu'une armée qui peut se permettre certains ajustements dans un contexte politique. Ça peut donner matière à... C'est sûr, il va profiter du fait que le Covid-19 a ravi la vedette pour faire un passage en force, mais la suite, parce que moi je ne dirais même pas, parce qu'on a eu un communiqué du ministère de la Défense qui date depuis le 20 et qui faisait état des individus non identifiés qui auraient donc fait des tirs. Donc, tant que c'est l'armée, c'est encore bien. Lui, il discute avec on a eu quand même le décès d'un officier, quand même. Tout à fait. C'est pour vous dire que ce qui est sûr, c'est qu'il va aller dans une impasse. Ça, c'est sûr. Bon, je crois que ce qui se passe en Guinée est assez difficile. Voilà. Donc, il y a un référendum qui se tient aujourd'hui. Hier, il y a eu des bruits de bottes pour ceci, cela. Donc, ça n'augure rien d'intéressant pour la Guinée, et même si le référendum venait à se tenir et qu'il y a une nouvelle constitution qui vient, le pays va rentrer encore dans un cycle de ceci et de cela, etc. Je voulais terminer un peu sur la question du CDP pour dire que, vous voyez, il y a trois tendances qui se battent à l'intérieur, et si les tendances ont perduré jusqu'à aujourd'hui, en dépit de ce que Parfait a dit, la lettre de recadrage du président Compaoré, si ça a perduré, c'est parce que les tendances se valent à peu près et que certainement ça va être un truc assez dur. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche et c'est pour cela qu'on dit que cette élection-là va créer un schisme à l'intérieur du CDP et on ne peut pas présager de qui va gagner ces élections. André Janioudo. Bon, si je reviens sur la Guinée, Alpha Condé. Moi, je trouve que ce qui se passe en Guinée est vraiment triste à mourir. Je ne comprends pas comment des gens comme Alpha Condé s'entête à faire des choses comme ça. Il a eu l'avantage même que son petit frère lui a donné un exemple, notamment le président Alassane Ouattara. Il devrait quand même, généralement, dû à l'âge... Il appelait le président Compaoré aussi son petit frère aussi. Bon, tu vois, mais moi j'aurais aimé qu'il y ait un coup d'État en Guinée
et que l'on entend... On ne va pas souhaiter qu'il y ait des... J'assume ce que j'ai dit. Parfait à faire des coups d'État. J'assume ce que j'ai dit. Parce que quand vous avez des situations comme ça, qui sont compliquées et qui ne peuvent pas être résolues, il va lever une impasse. Il n'y a que ça. Et j'aurais aimé qu'est-ce que l'Union africaine va dire. Parce que quand vous voyez des gens qui font des choses qui ne sont pas correctes, vous vous calfeutrez dans vos bureaux, vous ne dites rien. Et quand quelqu'un mais la CEDEAO est intervenue. Je crois que les derniers émissaires, c'était le président Kaboré. Mais ils ont jeté l'éponge. Non, mais il y a le président nigérian qui n'a pas voulu. Moi, je dis, attendez, vous savez, face à la dictature, on ne peut pas demander aux gens de rester tranquilles. Ce que M. Condé fait en Guinée n'est autre chose que de la dictature. Il y a des coups d'État bénis de Dieu. Oui, et ça va, je pense que ça va arriver en Guinée. D'accord. Mais je voulais quand même dire, rebondir sur l'affaire du CDPR. Je me dis, sans minimiser les candidats, si on va à la... Ils partent en campagne, j'imagine qu'ils veulent un président qui va gagner les élections. Ou bien c'est un président pour faire, comme on dit chez nous, pour s'amuser. Non. Et attendez, est-ce que vous pensez que, sans minimiser les deux encore une fois de plus, est-ce que vous pensez que les deux actuellement qui sont en concurrence avec M. Di Kombrego peuvent gagner les élections au Burkina? D'accord. On prend donc notre premier téléspectateur, M. Compaoré Ibrahim, qui appelle de Ouaga sur le coronavirus. Monsieur Compaoré, allez-y. Ok, merci bien. Vous savez que depuis l'avènement du coronavirus, rien que la semaine passée qu'on a tenu la première réunion en mettant une cellule de crise. Depuis que ça a commencé en Chine, on n'a jamais pensé à ça. On a entendu que ça vienne au Burkina avant qu'on ne mette une cellule de crise. Ça, c'est une erreur de la part des gouvernants. Maintenant, il y a un monsieur qui a parlé du CNRST. Effectivement, depuis que le CNRST est là, moi particulièrement, je n'ai jamais appris quelque chose d'une découverte vraiment qui interpelle tous les Burkinabés concernant cette institution-là. Vous voyez, non? Donc, c'est pour dire que si monsieur a dit qu'il ne faut rien là, c'est une réalité qui fait mal à l'autorité, qui rougit les yeux, mais qui ne les casse pas. Il faut que nous quittions dans notre hypocrisie intellectuelle là, pour dire les choses là en face, la vérité en face. Il faut que cette institution se remette en cause à la recherche pour trouver beaucoup de choses qui rentrent dans le bien-être de Burkinabé. Monsieur Compaoré. Monsieur Compaoré. Monsieur qui a fait une découverte sur... Monsieur Compaoré, juste avant que vous ne puissiez continuer, je crois que la question c'était de dire qu'est-ce que nos organismes ici, nos structures qui s'occupent de la question de la recherche font par rapport au virus coronavirus. Il n'est pas question de dire, ce n'est pas une question de tout ce qu'ils font depuis longtemps, sinon le CNRST fait beaucoup de choses, peut-être qu'ils ne sont pas connus, mais le CNRST fait beaucoup de choses. Et il y a des chercheurs de valeur là-bas, il faut le dire. Maintenant, c'est qu'est-ce que le CNRST a fait, et ce n'est pas le CNRST seul, d'autres structures également, nos chercheurs nationaux, c'est de ça qu'il est question. Oui, je comprends bien, mais les découvertes qu'ils ont fait là, beaucoup de Burkinabés ne sont pas au courant de ça. D'accord. Oui. Excusez, je vais terminer sur quelque chose. Allez-y très rapidement. Voilà, il y a un monsieur qui a fait une découverte, qui a découvert un médicament qui traite la drépanocytose. Vous êtes informé de ça? C'est le FACA. Voilà, donc c'est pour dire qu'on a des grands chercheurs dans ce pays-là qui peuvent faire beaucoup de découvertes. Donc mettons les moyens à leur disposition pour que vraiment ces derniers-là aident les Burkinabés. Sinon, je suis sûr qu'au Burkina, si on met les moyens, là, il y a des chercheurs qui peuvent trouver un remède efficace contre ce Covid-19-là. Merci. Merci, monsieur Compaoré. Oui, non, parfait. Sur l'intervention de monsieur Compaoré. Je voulais justement évoquer, quand on parle de la recherche au Burkina Faso, il y a un problème de visibilité. Et ça, c'est sûr. Et je pense que le problème a commencé à être... Il y a un problème de moyens aussi. Qu'est-ce qu'on a loué au CNRST, par exemple, comme moyens financiers pour faire de la recherche? Les moyens, évidemment. Et les produits de la recherche souvent sont trouvés. Il y a des recherches qu'on a, mais qui ne sont pas... On est tous d'accord avec les moyens. Mais le peu de moyens qu'ils ont leur permet de sortir des résultats. Et je crois que c'est avec un peu le forum, la recherche scientifique, le FERCIT, que des produits ont commencé à être vraiment mis sur le marché. Et voilà. Quand on prend le FACA du professeur Pierre Guissou, effectivement, c'est très efficace
contre la drépanocytose et c'est un produit qui est exporté dans les pays voisins. Il y a bien d'autres produits, comme par exemple ceux du Père César, mais il y a un problème de visibilité. Il faut qu'on puisse travailler effectivement. Maintenant, par rapport au Covid-19, j'ai dit, il faut que rapidement les autorités puissent les organiser afin que déjà on puisse mettre à la disposition des Burkinabés un certain nombre de produits, par exemple comme tous les dérivés du moringa. Pour que au moins déjà les Burkinabés puissent renforcer leur système immunitaire. Je pense que déjà c'est important. C'est la base des produits qui sont des produits locaux qu'on trouve. Voilà. Oui, André Géniboudou. Oui, bon, j'avais dit quelque chose concernant les gens qui font bac plus 25 et qui écrivent les ordonnances, mais à l'heure de charge, je dois dire que quand vous avez des gens qui jouent au ballon et qui marquent un but et qui reviennent et qui ont des villas en prime et que vous payez 300 000, 400 000 à un médecin, c'est pas étonnant ce qui nous arrive. Aujourd'hui, c'est mieux d'être... C'est tout le système économique mondial que tu attaques. Oui, mais je vais dire, mais oui, je vais dire, si vous mettez plus d'argent dans le jeu que dans la vie, ce qui nous va d'où la question aussi des moyens. Non, c'est pas les moyens. Ici, c'est pas une. Ici, c'est pas une question de moyens. Ici, c'est une question d'utilisation des moyens. Les Burkinabés ont de l'argent, ils le mettent dans le jeu. C'est simple. C'est ce que j'ai. Non, en fait, c'est pas plus les questions de moyens que de priorité et de vision, comme il le dit. Le jour où on va décider que la recherche est une priorité, on mettra les moyens. On aura les résultats. C'est tout. Oui, la question, c'est ça. Parce que quand vous regardez, par exemple, sur le plan des médicaments, vous savez que le Burkina importe, vous êtes déjà intéressé un peu au chiffre astronomique, c'est plus de 200 milliards de médicaments qu'on importe. Alors quand les gens disent qu'il faut fermer les aéroports, il faut fermer... En fait, quand on parle de la recherche au niveau du CNRST et tout ça, moi, j'écoute depuis cette affaire de coronavirus, on parle d'un médicament, Penanga, je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver le nom en moré. Quand on fait bouillir, on demande... Voilà. Penanga. Je n'arrive pas à trouver le nom en moré, et en français du moins. Et que les gens font bouillir et puis ils boivent, il semble que ça peut soulager. Donc les gens oui, mais justement, la question c'est maintenant, c'est pour parler justement de la question de la visibilité dont parle Parfait. Moi, je vais voir. La visibilité, c'est quoi? Même les chercheurs qui sont là-bas, je suis persuadé qu'ils ont entendu parler de ces fameuses plantes que les gens peuvent. On devrait les étudier depuis longtemps. Pourquoi est-ce que de temps en temps, pourquoi est-ce que eux-mêmes ils ne demandent pas à intervenir, à expliquer quelque chose? Non. Ils se comportent effectivement comme des chercheurs, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur, ils sont reclus. Ali, on est aussi dans le processus classique de la recherche, mais là on est dans une situation d'urgence sanitaire. Oui, mais c'est ce que pourquoi on n'a pas vu par exemple le Premier ministre qui reçoit certains acteurs, etc., qui parlent, mais on n'a pas eu le Premier ministre en recevoir ou le président du Faso recevoir les thérapeutes africains, ceux qui travaillent avec les herbes, qui travaillent avec les racines. Vous me laissez terminer. C'est-à-dire il y a deux aspects et vous évoquez le premier aspect. Le premier aspect, c'est peut-être de dire que le gouvernement qui invite les chercheurs pour leur dire ceci, mais l'autre aspect, c'est que les chercheurs eux-mêmes, à un moment donné, acceptent de quitter leur laboratoire et viennent sur la place publique pour dire sur le terrain par rapport à ça, telle plante peut atténuer, peut ceci, peut cela, ça aussi ça se fait. Je crois qu'ils demandent de temps en temps des reportages par rapport à ce qu'ils font, à leurs ateliers qu'ils font là-bas. Ils peuvent le faire. Je veux seulement le dire qu'il ne faut pas qu'ils se contentent du confort de leur laboratoire, qu'ils travaillent en vase. Merci. On prend M. Touré Oumar de Bobo Dioulasso. M. Touré. M. Touré Oumar de Bobo, pas encore, d'accord. On a un problème de ligne pour recontacter ceux qui s'étaient inscrits sur la liste. On espère pouvoir arriver d'ici la fin de l'émission. Alors, on continue? Oui, bon, je veux dire, aujourd'hui, malheureusement, on est dans une logique où ce qui est local n'est pas accepté et on veut aller chercher ailleurs. Cette maladie, à écouter les gens parler, ce sont des maladies qui arrivaient de temps en temps avec les gens. Et on sait comment les traiter. À Morée, on sait, vous avez parlé du Penanga, mais vous savez, chez nous, ce qu'on appelle le foncelet, je ne connais pas ça à Morée, les gens qui sont... la pneumonie, par exemple. Il y a des médicaments efficaces dans les tradipraticiens qui combattent ça.
En moins de 2 jours, vous êtes guéri totalement. Donc, mais vous avez des scientifiques aujourd'hui qui ne veulent pas en entendre parler, parce que je ne sais pas pourquoi. Le protocole de recherche. Mais oui, mais attendez, vous savez, dans chaque nature que le bon Dieu fabrique, avec chaque nature, il y a des éléments de soins dans la nature. Moi, je veux qu'on parle un peu aussi de la question qu'on l'étend un peu à l'idéologie. On dit qu'on est colonisé, on est impérialisé, etc. Voilà une situation où tout le monde entier est face à un échec médical ou face à vraiment un zéro médical. Est-ce que ce n'est pas le moment peut-être pour l'Afrique de prendre les devants sur le plan médical en ressortant des produits qui soient des produits vraiment... de la grand-mère, quoi. Vraiment sortis de chez la grand-mère, derrière la case de la grand-mère, par exemple. Et ce n'est pas l'occasion ici où on devait montrer notre leadership africain. Oui, mais en même temps, c'est que c'est une opportunité peut-être pour les chercheurs africains, peut-être. Mais comme on le dit, c'est une question aussi culturelle. Parce que quand vous voyez les pays comme Cuba, eux, pendant longtemps, ils ont exploré je sais pas, les plantes traditionnelles, ils ont pu en faire des médicaments et ils ont même pu tenir l'embargo. Bon, maintenant, ça, c'est un autre paradigme. Est-ce que nos chercheurs sont totalement prêts à revoir les protocoles de recherche pour partir à partir de notre, je ne sais pas, notre flore et tout? Ça, c'est des débats peut-être qui peuvent se poser. Alors, mais un autre débat, c'est aujourd'hui, nous avons des thérapeutes africains qui travaillent sur la base des plantes, sur la base des arbres, etc. On en a plein. Dans tous les marchés, on les voit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'État burkinabé, dans cette situation de siège sanitaire, est-ce qu'on a, comme le chef de l'État a dit, connecté ces personnes ou les activer? Est-ce qu'on a activé ces gens? Est-ce qu'on veut les voir? Est-ce qu'on pense à eux? Je vous ai dit au départ qu'au ministère de la Santé, il y a une direction qui s'occupe de la médecine traditionnelle. D'accord. Voilà. Donc, on prend un appel entrant. Parce qu'on est presque au terme, il faut qu'on leur accorde ce privilège. Lui? Allô, oui. C'est monsieur? Il voudrait la Moussa François. D'accord, allez-y, monsieur François Lamoussa. Oui, au fait, j'aimerais tout simplement aller à l'essentiel. D'accord. En commençant à demander au gouvernement de ne pas couper les factures d'eau pour MP. Ça va aggraver la situation. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, c'est revenir sur, il faut mettre Ouagadougou en quarantaine. Parce qu'en réalité, au sommet, on ne sait pas que la situation est très critique. En tout cas, je suis obligé quand même de rendre hommage du fait que vous êtes mis comme ça. Il faut parler aussi de l'histoire du cancer, c'est important. Mais concernant le docteur qui est en train de communiquer, je pense que c'est un bon docteur, mais il n'est pas bon en communication. Si on pouvait le changer, c'est mieux de le changer. Changer comment? De son poste, de là où il est, ou de communication? Qui ne communique plus ou bien... Le docteur Ouedraogo. Oui. Professeur. Oui. Le professeur Ouedraogo. Oui. Mais il n'est pas fort en communication. Ok, d'accord. Ouais, donc il communique mal. Alors que quand on communique mal, ça veut dire qu'on n'a pas service aux gens. Maintenant, pour revenir à l'essentiel, on met Ouagadougou en quarantaine et fermer les marchés et les yards. Parce qu'on n'a rien pour contrer cette maladie. On n'a rien. D'accord. Pour avoir le courage. Merci, monsieur Lamoussa. On est vraiment... voilà. Un tour de table. Vous allez, tous ici, présents, je voudrais que vous lanciez à vous tous vraiment un mot à l'endroit des Burkinabés, à l'endroit du gouvernement, à l'endroit vraiment de tout le monde, sur vraiment ce qui vous tient à cœur par rapport à cette maladie. Ali, bon, moi, je voudrais d'abord m'incliner devant ceux qui ont perdu leur vie, souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux qui sont malades. Pour moi, ma formation oblige, je voudrais qu'on profite de ça pour revoir toute notre stratégie de communication. Le monsieur parlait tout à l'heure de la communication. C'est ça. Voilà. Je voudrais, c'est une proposition, une consultation gratuite que je donne, que le gouvernement, je pense qu'il y a une structure qui est là, qui a de l'argent, que cette structure-là appelle tous les médias, tous les médias, et essayer de revoir les programmes et la programmation. Les programmes, pour qu'on essaie de prendre les programmes de sensibilisation, les heures de programmation, pour que, ensemble, tout le pays, on se mette ensemble pour lutter contre le coronavirus. Le ministère de la Santé pourrait monter en puissance, être la tête de liste, le cheval de Troie de cette campagne-là, avec d'autres ministères, le ministère du Ménage, le ministère des Enseignements supérieurs, le ministère de la Culture, parce que le monsieur parlait tout à l'heure des factures d'eau et tout ça, pour qu'ensemble,
avec tous les responsables... mobilisation nationale. Une mobilisation nationale, avec tous les responsables des médias, pour qu'on s'asseye ensemble, pour qu'ils s'asseyent du moins ensemble pour voir quel programme faire, quand programmer, parce que les enfants sont à la maison aussi, on ne sait pas quand ils vont repartir à l'école. Je vois qu'il y a une télévision qui donne des programmes d'enseignement à la maison pour que Eugène, la radio des écoles, puisse donner des trucs. Merci Ali, c'était juste un mot. Voilà, pour faire court, le gouvernement, moi j'invite le gouvernement à remobiliser toute l'administration burkinabé. Il doit trouver les voies et moyens pour remobiliser l'administration, sensibiliser la population sur les risques et les préventions et autres, et dégager, mettre les moyens à la disposition des médecins et des experts de la santé pour pouvoir, les moyens, on doit les dégager. Même soutenir les entreprises, parce que nous avons vu que dans certaines entreprises, ils ont pris les finances, par exemple les gels et autres et tout. On peut défiscaliser, on peut détaxer pour que ça soit accessible au plus grand nombre possible. Maintenant, au Burkinabé, ça c'est la discipline. Il faut inviter les Burkinabés à la discipline. Voilà. Parfait. Je voulais d'abord parler de la discipline. Il faut que tous les Burkinabés comprennent que c'est du sérieux cette maladie. On ne doit pas blaguer ça. Le deuxième élément, il faut que le gouvernement prenne des mesures pour protéger les agents de santé. On a déjà 4 cas. Si ça doit poursuivre comme ça, à un moment donné, ils vont dire nous, on préfère être derrière. Troisième élément, c'est de dire, sur le plan économique, si on y prend garde, les prix des denrées de première nécessité vont connaître une hausse. Il faut que le gouvernement puisse travailler effectivement à maîtriser le circuit économique afin que parce qu'on a dit fermeture des frontières pour 2 semaines, mais on ne sait pas comment ça va évoluer, ça peut atteindre 1 mois. Donc, il faut que tout le monde puisse s'y mettre et avoir un minimum de patriotisme. 2-3 mots. Non, les gens... 3 mots de sagesse. Non, on a dit l'essentiel, l'autodiscipline des Burkinabés. Et je voulais suggérer au président du Faso de parler à son peuple le plus rapproché possible. Et de temps en temps, parce qu'on est en guerre contre quelqu'un, et c'est lui le chef de toutes les guerres. Et donc, il est important que de temps en temps, il continue à parler aux gens, les mesures qu'il va prendre, et aussi, quand il va venir nous parler, qu'il porte un masque et qu'il nous montre qu'il se lave les mains, parce que c'est l'exemple qu'il donne, comme on essaie de le faire. Je crois que ça va rassurer les gens. Aujourd'hui, quand il parle, je crois que beaucoup de gens vont se rassurer quand même. Et c'est important à cette époque-là. Merci à vous tous. Moi, je prônerai simplement la rigueur aussi bien de l'autorité, la rigueur aussi bien de tous les citoyens. On n'a pas à faire la part entre l'économique et le sanitaire. C'est le sanitaire avant tout. Donc prenons toutes les mesures qu'il faut pour protéger tout le monde. Fermons les gares, réglons la question des transports parce qu'il ne faut pas laisser circuler ce virus-là. On n'a pas suffisamment de matériel, de plateaux techniques pour prendre 10-15 cas de problèmes de respiration dans ce pays. Donc il faut vraiment parer au plus pressé et je vous souhaite tous vraiment la protection de Dieu, que nous soyons tous protégés et que nous soyons tous autodisciplinés pour faciliter les choses. Merci à vous qui nous avez suivis, merci de nous avoir acceptés dans cet état. C'est la situation qui l'oblige. On est bien obligé de le faire pour contribuer à notre manière à faire prendre conscience aux uns et aux autres. J'étais donc avec Parfait Silga. Parfait Silga est analyste, les journalistes et analystes. Merci Parfait d'être passé sur ce plateau. Mamadou Ali Compaoré, il est journaliste. Merci Mamadou Ali Compaoré d'être passé sur ce plateau. Et puis Évariste Faustin Concebo, il est donc président du SEC d'éveil et chroniqueur média. Merci Évariste d'être passé sur ce plateau. Et puis enfin, André Eugène Iboudo, directeur donc de la radio des écoles. Nous avons donc parlé de ce sujet important. Prenez garde de vous et puis que Dieu nous protège et qu'on se retrouve la semaine prochaine. Hors bien sûr coronavirus, merci pour faire cette émission si Dieu le veut.